En ce moment même, au sein de cette immense galaxie, une civilisation intelligente pourrait contempler les cieux, s'interrogeant sur l'existence d'autres. Il pourrait posséder des villes et une technologie avancée. Il pourrait même avoir des vaisseaux spatiaux, mais cela n'a aucune importance, même si 1 million de civilisations sont dispersées dans la Voie lactée en ce moment. Les lois fondamentales de la physique ont construit un confinement autour de chacune d'elles, non pas un confinement d'ingénierie rudimentaire, mais un confinement de vaste distance, quantifiables en années-lumière. Ce confinement est également composé d'énergie, intrinsèquement liée au principe de la relativité, et de temps, qui oblitère inévitablement toutes les structures et sociétés. Le propos ici n'est pas l'existence d'extraterrestres. Il s'agit plutôt des raisons pour lesquelles le cosmos lui-même rend pratiquement irréalisable qu'une telle civilisation n'arrive un jour sur Terre. Le véritable obstacle n'est pas un manque d'intelligence, c'est la nature même de la réalité. Si vous souhaitez comprendre l'argument singulier concernant l'existence extraterrestre qui est rarement abordé, l'argument fondé non sur la conjecture mais sur la physique pure, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo, et ensuite nous commencerons. Observez le ciel nocturne par une soirée sans nuages. Localisez 2 étoiles qui semblent presque adjacentes, pratiquement en contact, ressemblant à une paire de points lumineux fixés sur du velours sombre. Votre vision suggère leur proximité. Votre esprit accepte facilement cette perception, voyant un dôme au-dessus, une surface parsemée de points lumineux. Cela constitue l'erreur initiale. Ces 2 étoiles particulières pourraient en réalité être séparées par plusieurs dizaines d'années-lumière. L'une pourrait être relativement proche, peut-être une naine rouge à seulement quelques années-lumière, tandis que l'autre pourrait être à des centaines d'années-lumière. Cette étoile lointaine pourrait être une géante bleue colossale, brillant bien au-delà de la première. Leur proximité apparente est uniquement due à votre perception visuelle, qui aplatit la profondeur tridimensionnelle en une image bidimensionnelle. Le ciel nocturne n'est pas un plafond physique. Ce n'est pas une simple surface, c'est plutôt une immense étendue tridimensionnelle, si vaste que votre appareil visuel est incapable de la traiter précisément. L'évolution a doté le cerveau humain de la capacité d'évaluer les distances. Cette capacité s'étendait à l'évaluation des distances à travers les forêts, les plaines et le long des rivières. Cependant, elle ne nous a pas équipés pour comprendre les distances quantifiées en milliers de milliards de miles. Par conséquent, l'esprit simplifie et aplatit cette information, transformant l'insondable en quelque chose de compréhensible. Cet aplatissement perceptuel ne pose aucun problème lorsque vous estimez la distance à un arbre. Pourtant, cela s'avère désastreux lorsque l'on tente d'estimer la distance à une étoile. Le système stellaire le plus proche au-delà de notre propre Soleil est Alpha Centauri, situé à environ 424 années-lumière. Ce chiffre semble insignifiant et tient confortablement dans une seule phrase. Cependant, une année-lumière est loin d'être une unité ordinaire, elle représente la distance que la lumière parcourt au cours d'une année. Voyageant à environ 670 millions de miles par heure, une seule année-lumière équivaut à près de 6 000 milliards de miles. Si vous multipliez cela par 4,24, l'étoile la plus proche est située à environ 25 000 milliards de miles de la Terre. Si vous essayez de compter jusqu'à 25 000 milliards, en énonçant un nombre chaque seconde sans interruption, il faudrait presque 800 000 ans pour y parvenir. Votre décompte commencerait. Vous auriez commencé bien avant la construction des premières villes, et des civilisations entières émergeraient et disparaîtraient avant que vous n'atteigniez le chiffre final. C'est la distance réelle jusqu'à l'étoile la plus proche. Ce n'est pas une étoile située de l'autre côté de la galaxie, ni un corps céleste inhabituel à la limite de l'univers observable, c'est simplement la plus proche. L'intuition humaine est totalement défaillante face à cette magnitude. Puisque rien dans nos routines quotidiennes ne nous y prépare. L'océan Pacifique, mesurant environ 11 000 miles de large, semble immense, cependant. Cette distance particulière tiendrait plus de 2 milliards de fois dans l'espace entre la Terre et Alpha du Centaure. Si vous alignez 2 milliards d'océans Pacifiques, vous n'y arriveriez toujours pas. Alpha du Centaure était considéré comme proche, allez un peu plus loin, et les distances deviennent rapidement beaucoup plus grandes. L'étoile brillante, Sirius est à 8,6 années-lumière, et Vega est à environ 25 années-lumière. Ce sont des étoiles observables à l'œil nu, se présentant comme de simples points dans le même ciel, bien qu'elles soient séparées par des distances qui exigeraient des dizaines de milliers d'années à parcourir, même à la vitesse de notre vaisseau spatial le plus rapide. La galaxie de la Voie lactée elle-même s'étend sur environ 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Le phénomène le plus rapide de l'univers, la lumière, met 100 000 ans pour accomplir ce voyage, pas un vaisseau, pas une sonde, mais la lumière.
Lorsque des individus envisagent des civilisations extraterrestres visitant la Terre, ils considèrent rarement la véritable localisation de ces civilisations. Ils imaginent des voisins proches et des voyages très similaires aux longs trajets sur Terre. Difficile, mais possible si l'on est suffisamment déterminé. Cependant, les étoiles ne sont pas positionnées comme des villes le long d'une côte, elles sont dispersées dans un volume spatial si immense que même les étoiles adjacentes sont séparées par des milliers de milliards de milles de vide. La distance moyenne entre les étoiles dans notre voisinage galactique est d'environ 4 à 5 années-lumière. Cela signifie que chaque étoile réside dans une sphère de vide de plusieurs milliers de milliards de miles de diamètre, avant de rencontrer la suivante. Imaginez compresser toute la Voie lactée à l'échelle des États-Unis continentaux. À cette proportion, chaque étoile est semblable à un grain de sable. Le grain le plus proche pourrait être situé à quelques pouces de distance. Le prochain grain prometteur, potentiellement abritant un monde habitable, pourrait être à plusieurs mètres de là. Des civilisations séparées par des milliers d'années-lumière seraient divisées par des distances comparables à la traversée d'États entiers. La majeure partie de la carte serait vide. Ce vide n'est pas poétique, il est purement géométrique. La galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Cependant, elle englobe également une quantité incommensurable d'espace entre elles. La densité est minimale, les distances sont vastes. Même si la vie intelligente émerge autour de nombreuses étoiles, la séparation moyenne entre les civilisations se compterait probablement en centaines ou en milliers d'années-lumière. Supposons, avec optimisme, qu'une étoile sur 1 million abrite une civilisation intelligente. La Voie lactée contient environ 400 milliards d'étoiles, ce qui impliquerait peut-être 400 000 civilisations réparties dans la galaxie. Cette quantité semble vaste, mais si ces civilisations sont réparties uniformément dans un disque de 100 000 années-lumière de diamètre et de milliers d'années-lumière de profondeur, la distance moyenne entre les civilisations adjacentes devient immense. Pas 4 années-lumière, pas 10, mais plus probablement des centaines ou plus. La géométrie est le facteur principal. C'est là que la nature trompeuse du ciel nocturne devient dangereuse. En regardant le ciel, nous percevons une luminosité sans profondeur et des points dépourvus de volume. Nous inférons à tort une proximité qui n'existe pas, les étoiles semblent à portée de main simplement parce qu'elles paraissent proches. Cependant, leur proximité apparente n'est qu'une illusion, le produit de notre vision humaine limitée. Toutes les hypothèses concernant les visites extraterrestres découlent de cette même perception erronée. Cela commence par l'idée que les étoiles représentent des destinations, atteignables par des voyages longs mais réalisables, semblables à des îles dispersées à travers un océan qu'un vaisseau très avancé pourrait traverser. La vérité est bien plus dure, le vide séparant les étoiles n'est pas un océan grouillant de courants et de brises, au lieu de cela, c'est un vide si absolu qu'en moyenne, il contient environ un atome par centimètre cube. Pour mettre cela en perspective, l'air que vous inspirez contient environ 25 quintillions de molécules dans chaque centimètre cube. L'espace entre les étoiles est infiniment moins dense que l'atmosphère de notre planète, par des milliers de milliards de fois. Il est pratiquement vide, et ce vide s'étend sur des années-lumière. S'étendant dans toutes les directions, passer d'une étoile à l'autre n'est pas comme voyager sur Terre, c'est naviguer dans le vide absolu. Il n'y a pas d'escale intermédiaire, pas d'endroit pour faire le plein. Il n'y a pas de tremplins inhérents, seulement des distances mesurées en milliers de milliards de kilomètres, et la distance n'offre aucun compromis. Si une civilisation extraterrestre habitait une étoile située à 500 années-lumière, alors même la lumière mettrait 5 siècles pour nous atteindre depuis leur emplacement. Un vaisseau spatial se déplaçant à une simple fraction de la vitesse de la lumière nécessiterait des milliers d'années pour le voyage. En allant plus loin, une civilisation située à 5000 années-lumière exigerait 50 000 ans pour être atteinte à 10% de la vitesse de la lumière. Ces chiffres ne sont pas théoriques, ils sont les résultats directs de principes géométriques. La galaxie n'est pas une zone locale, elle ressemble davantage à un archipel, où chaque étoile se dresse comme une île solitaire, encerclée par de vastes étendues de vide. Même si une civilisation est très développée, même si elle dispose d'une technologie largement supérieure à la nôtre, elle ne peut pas rétrécir la galaxie, ni déplacer son étoile plus près de la nôtre. Elle est incapable de modifier l'agencement fondamental de la Voie lactée. La distance représente la barrière principale.
Avant de contempler les méthodes de propulsion, les sources d'énergie ou les contraintes d'ingénierie, nous sommes contraints de faire face à l'ampleur même de l'échelle. Car une fois que vous saisissez réellement les distances immenses en jeu, une fois que vous substituez la perception trompeuse de dôme plat à la réalité tridimensionnelle, toute la discussion se transforme. Cela cesse d'être une simple curiosité ou une spéculation imaginative. Au lieu de cela, cela évolue en une question de savoir si une civilisation, quelle que soit sa localisation, peut réellement franchir des abîmes mesurés non pas en kilomètres, ni en millions de kilomètres, mais en milliers de milliards de kilomètres. Et ce n'est que le point de départ, la distance seule ne rend pas quelque chose irréalisable. On peut traverser un océan avec une volonté suffisante de voyager. On peut orbiter autour d'une planète si l'on possède l'endurance nécessaire. En théorie, on pourrait même voyager passivement entre les étoiles, à condition d'être prêt à attendre des dizaines de milliers d'années. Cependant, il y a une raison spécifique pour laquelle les délibérations sérieuses concernant le voyage interstellaire ne se concentrent pas sur la dérive passive, elles privilégient de la vitesse. C'est parce que la seule méthode pour raccourcir un voyage de durée géologique à une durée compatible avec l'existence d'une civilisation est par la vitesse, et la vitesse seule. Traverser les distances interstellaires entraîne un coût énergétique si élevé, que ce qui serait autrement un inconvénient mineur devient une barrière infranchissable. Pour comprendre cela, commençons par un scénario modeste. Imaginez une sonde robotique d'environ 1000 kg, comparable à une automobile compacte, dépourvue d'équipage ou de support vital. Il n'y a pas de gravité artificielle, seulement de l'instrumentation, une alimentation électrique, un réseau de communication et un châssis structurel. Maintenant, posons une question simple. Quelle quantité d'énergie était nécessaire pour propulser cette sonde à un dixième de la vitesse de la lumière? Cette vitesse, équivalente à 10% de la vitesse de la lumière, mesure environ 30 000 km par seconde. À une telle vitesse, on pourrait parcourir la distance de la Terre à la Lune en moins de 13 secondes. Cela semble rapide, et ça l'est vraiment, mais même en voyageant à 10% de la vitesse de la lumière. Le système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, reste à plus de 4 décennies de distance. L'énergie cinétique nécessaire pour accélérer une sonde de 1000 kg à cette vitesse particulière s'élève à environ 4,5 joules. Ce chiffre a peu de sens en soi, alors comparons-le à un point de référence plus familier, une grande centrale nucléaire génère généralement environ 1 gigawatt de puissance sur une année complète. Cette centrale spécifique produit environ 3,10 joules d'énergie. Propulser notre sonde compacte à 10% de la vitesse de la lumière nécessiterait plus d'une décennie de la production énergétique totale de cette centrale, exclusivement dédiée à un seul lancement. De plus, ce calcul ne couvre que l'accélération. Si vous souhaitez que la sonde décélère en atteignant sa destination prévue, plutôt que de simplement la dépasser en trombe. L'étoile en quelques heures, une quantité équivalente d'énergie doit être fournie pour le freinage. La dépense énergétique totale double en conséquence. Maintenant, envisagez d'augmenter la masse. Remplacez la sonde compacte par un engin capable de transporter même un équipage minimal. Intégrez la protection contre les radiations, les appareils de survie, la fortification structurelle, les composants de navigation, les réseaux de communication et les systèmes redondants. La masse passerait alors de 1000 kg à potentiellement des centaines de milliers, voire des millions. La demande énergétique est directement proportionnelle à la masse. Multipliez la masse par un facteur de 1000 et vous multipliez simultanément le besoin en énergie par 1000. Ce phénomène n'est pas le signe d'une inefficacité technologique, c'est un impératif de la physique. L'énergie cinétique augmente avec le carré de la vitesse d'un objet. Ainsi, doubler la vitesse entraîne une augmentation quadruple de l'énergie nécessaire. À mesure que l'on approche de la vitesse de la lumière, les phénomènes relativistes commencent à exercer leur influence principale. La masse effective de l'objet augmente. Chaque incrément de vitesse suivant nécessite une quantité d'énergie disproportionnellement plus grande par rapport au précédent. À 90% de la vitesse de la lumière. La demande énergétique n'est pas simplement 9 fois supérieure à celle de 30%, elle est considérablement plus élevée. À 99%, elle atteint une magnitude extrême, et à 100%, elle devient illimitée. Ce terme particulier n'est pas employé de manière rhétorique. Selon les principes de la relativité restreinte, accélérer tout objet massif à la vitesse de la lumière exigerait une quantité infinie d'énergie. Une source d'énergie infinie est impossible à générer.
Les fusées chimiques sont instantanément disqualifiées, car leurs vitesses d'éjection sont excessivement faibles. L'équation de la fusée garantit que les besoins en propergol augmentent exponentiellement avec la vitesse désirée. Atteindre même une minuscule fraction de la vitesse de la lumière par propulsion chimique consommerait plus de propergol qu'il n'y en a sur Terre. Alors que la fission offre une amélioration mineure, et la fusion l'améliore davantage, aucune n'altère la connexion fondamentale entre la masse, la vitesse et l'énergie, elles offrent simplement des méthodes plus puissantes pour régler le même coût. Même l'antimatière, qui est le carburant le plus riche en énergie concevable, ne parvient pas à éliminer la dépense. L'annihilation de la matière et de l'antimatière transforme directement la masse en énergie, selon la formule d'Einstein. EMC2. Cela représente la réaction la plus efficace permise par la physique, mais elle reste insuffisante pour rendre les voyages interstellaires sans effort. Propulser même un vaisseau spatial de taille modérée à une fraction substantielle de la vitesse de la lumière avec de l'antimatière nécessiterait des quantités dépassant de loin tout ce que l'humanité a jamais créé. En effet, la quantité totale d'antimatière jamais générée en laboratoire représente moins qu'un grain de poussière. Fabriquer ne serait-ce qu'un gramme exigerait des ressources immenses. Si l'on extrapole cela aux centaines ou milliers de kilogrammes nécessaires pour un voyage interstellaire viable, les chiffres deviennent si astronomiques qu'ils dépassent le domaine de la considération pratique. Certains suggèrent des techniques de propulsion externe pour contourner l'exigence de carburant interne. Les voiles solaires propulsées par laser en sont une illustration. Un ensemble de lasers puissants projette de l'énergie sur une voile réfléchissante, propulsant le vaisseau sans qu'il ait besoin de transporter son propre carburant. Théoriquement, cela élimine le coût exponentiel associé à l'équation de la fusée. Cependant, en réalité, cela présente un obstacle distinct, accéléré. Même une sonde pesant quelques grammes à une fraction de la vitesse de la lumière nécessiterait des réseaux laser générant une puissance équivalente à la production électrique totale de pays entiers. De plus, une telle configuration ne peut fournir que de la poussée. Elle ne peut pas ralentir l'engin à son arrivée à destination à moins qu'un autre réseau laser de taille comparable n'ait déjà été construit à cet endroit. Ceci, bien sûr, présuppose que quelqu'un a déjà effectué le voyage. Chaque concept de propulsion, après un examen attentif, mène à la même conclusion: les voyages interstellaires exigent des dépenses énergétiques, qui ne sont pas simplement vastes, mais à l'échelle d'une civilisation. De plus, l'énergie ne concerne pas seulement sa présence, il s'agit de sa distribution. Même une civilisation très avancée, capable d'utiliser la production d'énergie complète de son étoile, ce que les physiciens appellent une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev, doit déterminer comment allouer cette immense puissance, alimenter les centres urbains, soutenir les systèmes écologiques, faire fonctionner les réseaux informatiques et maintenir les infrastructures. Rediriger une portion substantielle de l'énergie d'une étoile pour propulser un seul vaisseau spatial pendant des décennies est loin d'être insignifiant. Même à cette magnitude, cela signifie un dévouement semblable à la réaffectation des ressources planétaires vers une entreprise solitaire, sans aucune garantie de succès. Et cela s'applique à une seule mission, pour explorer méthodiquement. Visiter des dizaines ou des centaines de systèmes stellaires amplifierait à plusieurs reprises cette exigence énergétique. Surtout, une énergie accrue ne modifie pas la limite de vitesse fondamentale. Elle ne parvient pas à éliminer les limitations relativistes, ni à rétrécir la galaxie. Au lieu de cela, elle permet simplement de régler le même coût, non négociable, avec plus de facilité. Les principes régissant le mouvement ne cèdent pas à l'intellect. Une civilisation extraterrestre, des millions d'années plus ancienne que la nôtre, est toujours confrontée aux mêmes équations. Elles peuvent améliorer l'efficacité et minimiser le gaspillage, mais elles ne peuvent pas réduire l'énergie de base nécessaire pour propulser une masse spécifique à une vitesse donnée. Cette valeur minimale est immuable. Sa valeur est dictée par la masse du vaisseau spatial et la vitesse de la lumière. Aucune avancée technologique ne modifie cette corrélation, ni aucune innovation ne la réduit en dessous du seuil physique. Ceci représente la deuxième barrière: la distance dicte l'étendue de leur voyage requis, et l'énergie détermine s'ils peuvent atteindre une vitesse suffisante pour que cela soit significatif. Et en fusionnant ces deux éléments, lorsqu'on calcule l'énergie nécessaire pour traverser des centaines ou des milliers d'années-lumière au cours de la vie d'une civilisation,
On rencontre des chiffres qui ne se contentent pas de tester les capacités d'ingénierie, ils remettent en question la faisabilité même du concept, car le voyage interstellaire est plus qu'un simple voyage. Il constitue un échange d'énergie à une échelle si immense qu'il met à l'épreuve même la capacité conceptuelle des civilisations avancées, et le cosmos n'offre aucune réduction de prix. Imaginez que les obstacles techniques ont été surmontés, les ressources collectées, le vaisseau construit et accéléré à une portion significative. De la vitesse de la lumière. L'étoile d'origine recule derrière lui, tandis que l'étoile de destination reste un point lointain devant. Désormais, le principal facteur limitant n'est plus la distance. C'est le passage du temps. À 1/10 de la vitesse de la lumière, le système stellaire le plus proche, Alpha Centauri, est à plus de 40 ans. Cela constitue l'objectif le plus proche réalisable. Une civilisation située un peu plus loin, à 100 années-lumière, nécessiterait un voyage de 1000 ans, à 500 années-lumière. La durée du voyage s'étend à 5000 ans. Pour une distance de 1000 années-lumière, 10 millénaires s'écoulent avant l'arrivée. Il y a 10 000 ans sur Terre. La communication écrite n'était pas encore développée. Les monuments les plus anciens qui subsistent aujourd'hui sont plus récents que cette époque. Des langues entières sont apparues et ont disparu, sur des périodes significativement plus courtes. Aucune civilisation connue de nous n'a maintenu une stabilité culturelle ou politique sur de si vastes intervalles. Les institutions se fragmentent, les gouvernements échouent. La compréhension scientifique est à la fois oubliée puis redécouverte. Un voyage interstellaire s'étendant sur des millénaires doit persister plus longtemps que la société qui l'a lancé. N'a probablement jamais existé. Une solution proposée est le vaisseau Génération, un habitat immense et autonome transportant une population suffisamment nombreuse pour se reproduire et préserver la diversité génétique sur des siècles. L'équipage initial n'atteindrait pas la destination, leur descendance le ferait. Pourtant, maintenir un écosystème fermé pendant des milliers d'années n'est pas seulement une avancée incrémentale du voyage spatial actuel, cela représente une catégorie de défis entièrement distincte. Chaque molécule d'oxygène doit être recyclée. Chaque goutte d'eau doit être purifiée et réutilisée indéfiniment. Les systèmes agricoles doivent fonctionner en continu, sans réinitialisation saisonnière, sans réapprovisionnement du sol par les cycles planétaires, et sans contribution externe. Même sur Terre, avec sa gravité, son ensoleillement et l'influence stabilisatrice d'une biosphère planétaire, des systèmes écologiques entièrement autonomes ont eu du mal à maintenir l'équilibre au-delà de courtes périodes d'essai, car de légères divergences chimiques s'accumulent. Les communautés microbiennes fluctuent si un tel système fonctionne pendant des siècles dans un vide rigoureux, soumis aux radiations sans intervention extérieure, la probabilité de défaillance augmente constamment. Les composants mécaniques introduisent une vulnérabilité supplémentaire, les métaux subissent la fatigue, les jointes se détériorent et l'électronique subit des dommages dus aux radiations au niveau atomique, ce qui signifie que même les pièces exceptionnellement fiables finissent par cesser de fonctionner. Soumisées à une contrainte continue, les mathématiques de la fiabilité sont implacables. Un système possédant une probabilité de survie annuelle de 99,9% est néanmoins confronté à de redoutables chances de défaillance sur 10 000 années successives. Si l'on multiplie ce risque par des milliers de systèmes interconnectés, la probabilité de fonctionnement continu approche de zéro. Bien que la duplication atténue le danger, elle ajoute également du poids, une masse plus importante nécessite plus de propulsion, et des exigences de propulsion plus élevées entraînent une complexité accrue du système. La complexité crée de nouveaux points de vulnérabilité, les difficultés s'intensifient au lieu de s'annuler mutuellement. Au-delà des aspects biologiques et mécaniques, la sociologie entre en jeu, une communauté confinée à un vaisseau spatial pendant de nombreuses générations se développerait en vase clos, la divergence culturelle serait inévitable, et l'objectif de la mission se transformerait à mesure que les souvenirs de la planète d'origine s'estomperaient dans les annales du temps. Les descendants nés sur le vaisseau ne percevraient pas le voyage initial comme un sacrifice personnel, pour eux, le vaisseau spatial représenterait leur existence normale. L'étoile cible ne signifierait pas un retour à la maison, ce serait plutôt une instruction abstraite et transmise par des individus disparus il y a longtemps. Les cadres gouvernementaux subiraient des altérations, le leadership traverserait des périodes de crise et de restructuration. Des conflits émergeraient concernant les ressources, les croyances et le pouvoir. Le cours de l'histoire humaine illustre que
Même avec des circonstances mondiales stables, les sociétés maintiennent rarement l'unité pendant de longues durées. Un vaisseau générationnel intensifie ses tensions. Il n'y a pas de partenaires commerciaux extérieurs. Pas d'afflux de nouveaux résidents, pas de croissance territoriale. Les chiffres de la population doivent être méticuleusement gérés. Une pénurie alimentaire résultant d'une défaillance agricole n'est pas confinée à une seule zone. Elle affecte l'ensemble du vaisseau. Sur des centaines d'années, le fardeau mental du simple confinement devient considérable. De plus, le passage du temps diminue les liens avec la culture d'origine. Culture. Un voyage de 1000 années-lumière à un dixième de la vitesse de la lumière exige 10 000 ans pour être achevé. Pendant cette période, la civilisation qui a initié la mission continue d'évoluer. Les technologies progressent, les normes culturelles se transforment, et des espèces entières pourraient modifier leur biologie via la sélection naturelle ou la manipulation génétique. La société responsable de l'envoi de la mission pourrait se désintégrer, s'assimiler à une nouvelle entité, ou disparaître complètement. Au moment où les voyageurs atteignent leur destination, ils incarnent une forme de leur civilisation qui a cessé d'exister. La communication ne parvient pas à combler ce fossé. Les signaux se propagent à la vitesse de la lumière, ce qui signifie qu'un message transmis sur 1000 années-lumière met 1000 ans à atteindre son destinataire. Une réponse nécessite un millénaire supplémentaire, chaque interaction aller-retour couvre 2000 ans. À une telle échelle, une conversation significative est pratiquement irréalisable. Les avancées en ingénierie, les mandats gouvernementaux. Même de simples mots de réconfort arriveraient des siècles après leur utilité. Le vaisseau spatial acquiert son indépendance dès l'instant où les délais de communication dépassent toute signification pratique. La dilatation du temps relativiste offre un soulagement partiel aux voyageurs. À des vitesses proches de celles de la lumière, le temps s'écoule plus lentement à bord de leur vaisseau. Par rapport aux observateurs immobiles, un équipage voyageant à 90% de la vitesse de la lumière perçoit le temps s'écouler à moins de la moitié du rythme de ceux qui restent au repos. Cependant, une dilatation significative du temps nécessite des vitesses extrêmes, et de telles vitesses extrêmes exigent une énergie immense, surtout à l'approche de la vitesse de la lumière. La courbe d'énergie devient plus raide, la dilatation du temps réduit la durée subjective du voyage tout en augmentant considérablement la barrière énergétique, sans pour autant éliminer les millénaires vécus par la civilisation d'origine. Une complication supplémentaire découle des avancées technologiques elles-mêmes, surtout si la propulsion s'améliore avec le temps. Toute mission lancée aujourd'hui risque d'être dépassée par une mission plus rapide initiée des siècles plus tard. Une planification rationnelle suggère d'attendre une technologie supérieure. Mais un report d'indéfini signifie qu'aucune mission ne partira jamais. Cela crée un paradoxe, lancer maintenant et risquer l'obsolescence, ou retarder et reporter indéfiniment. Même les sondes auto-réplicantes, des machines conçues pour se reproduire en utilisant des matériaux locaux dans d'autres systèmes stellaires, restent contraintes par des limites temporelles. Une vague de telles sondes, se propageant à 10% de la vitesse de la lumière, nécessiterait environ 1 million d'années pour traverser la galaxie. Cette durée d'1 million d'années dépasse la durée de vie de presque toutes les espèces complexes connues. Les civilisations naissent et disparaissent en des intervalles beaucoup plus courts, ce qui signifie que les sondes pourraient achever leur mission bien après l'extinction de leur créateur. Tout au long de ce processus, l'entropie continue, la deuxième loi de la thermodynamique garantit que l'ordre se dégrade en désordre. Avec le temps, aucune structure ne maintient une stabilité parfaite indéfiniment. Les systèmes biologiques accumulent des mutations, et les systèmes mécaniques accumulent de l'usure. Le stockage d'informations se dégrade à moins d'être constamment rafraîchi. Le voyage interstellaire n'est pas seulement une question d'atteindre une destination. C'est un engagement à préserver l'ordre contre l'entropie pendant des durées qui éclipsent largement l'histoire enregistrée. La distance fixe l'échelle, l'énergie fixe le coût, et le temps détermine si l'effort peut rester cohérent. Pendant une période suffisante pour être pertinent. Une civilisation capable de s'aventurer dans l'espace stellaire doit non seulement maîtriser la propulsion, mais aussi maintenir son objectif à travers les siècles. Maintenir son intégrité mécanique à travers les millénaires, et survivre aux transformations culturelles sans perdre la raison initiale d'entreprendre le voyage. Plus le voyage est long, plus cette continuité devient fragile. Le temps n'entrave pas le voyage interstellaire de manière spectaculaire, il ne fait ni exploser les vaisseaux ni tomber en panne les moteurs. Il prolonge simplement le voyage jusqu'à ce que les civilisations, leurs machines et leurs intentions se désagrègent sous son immense pression. Même si une civilisation surmonte la distance et paye le coût énergétique.
et s'engagent à endurer le passage du temps, un problème persiste avant même que le voyage ne commence, ils doivent déterminer leur destination. D'une distance interstellaire. La Terre n'apparaît pas comme une bille bleue distincte suspendue dans l'espace, elle ne montre pas visiblement de vie, ni ne diffuse un signal habité, c'est simplement une petite planète rocheuse en orbite autour d'une étoile ordinaire. Le Soleil, l'une des quelques 400 milliards d'étoiles de la Voie lactée, n'est ni remarquablement grand ni particulièrement lumineux, lorsqu'il est observé à des centaines ou des milliers d'années-lumière de distance. Ils se font parfaitement dans une étendue dense d'étoiles comparables, ne possédant aucune caractéristique distinctive qui attirerait l'attention. Identifier directement la Terre, même à quelques années-lumière seulement, nécessite un équipement d'une précision exceptionnelle. Avec un diamètre d'environ 8000 miles, notre planète apparaît comme un point minuscule à côté du Soleil, ne reflétant qu'une infime partie de l'illumination de l'étoile. Discerner une petite planète à des centaines d'années-lumière de distance exigerait des télescopes équipés d'ouvertures s'étendant sur des centaines de kilomètres. De plus, que verrait-on? Ils observeraient de la Terre telle qu'elle existait au moment où la lumière est partie. Si une civilisation était située à 1000 années-lumière de distance, la lumière arrivant à leurs appareils ce soir aurait quitté la Terre il y a un millénaire, ils percevraient de la planète telle qu'elle était à l'époque médiévale, dépourvue de transmission radio, de satellites ou de contamination industrielle. Aucune illumination urbaine discernable ne serait détectable à une telle distance. Au lieu de cela, ils observeraient un monde terrestre doté d'une atmosphère riche en oxygène, ce qui implique des processus biologiques. Cependant, cela n'assure pas la présence d'êtres intelligents. De nombreuses planètes pourraient présenter des compositions atmosphériques résultant d'écosystèmes microbiens. Dédiés des millénaires. Et de vastes réserves d'énergie pour voyager vers un monde uniquement sur la base de son oxygène atmosphérique, exigerait une conviction exceptionnelle que quelque chose d'inégalé attend d'être découvert. La Terre ne présente pas de singularité évidente à distance. Nos transmissions radio s'échappent dans l'espace depuis environ un siècle, ce qui signifie que ces signaux ont parcouru environ 100 années-lumière dans toutes les directions, créant une sphère détectable de 200 années-lumière de diamètre. Bien que cela puisse sembler vaste, ce n'est pas le cas. La Voie lactée s'étend sur environ 100 000 années-lumière, notre sphère radio n'occupe qu'une portion minuscule de son volume total. Une civilisation située à 1000 années-lumière n'a pas, à ce jour, détecté la moindre indication de notre présence technologique. Même à leur arrivée, ces signaux seront extrêmement faibles, car le rayonnement électromagnétique obéit à la loi du carré inverse. Lorsqu'un signal se propage vers l'extérieur, son intensité diminue proportionnellement au carré de la distance. Si la distance est doublée, la force du signal est réduite d'un facteur de 4. Multipliez la distance par 10 et il s'affaiblit 100 fois. Au moment où une émission terrestre aura parcouru des centaines d'années-lumière, son énergie se sera dispersée sur une immense zone sphérique. Le différencier du bruit de fond cosmique ambiant devient exceptionnellement difficile. Les émissions radio naturelles provenant d'étoiles, de pulsars, et de divers autres phénomènes astrophysiques imprégnant la galaxie. Nos transmissions doivent rivaliser avec ce fond, ce qui signifie que la détection n'est pas assurée. Revenons maintenant à l'échelle. Si les civilisations intelligentes sont rares, apparaissant peut-être une fois toutes les 10 millions d'étoiles, alors la plus proche pourrait être située à des milliers d'années-lumière de distance. Leur équipement devrait discerner une subtile signature d'oxygène de l'atmosphère terrestre à travers cette vaste étendue, avant même que nos transmissions radio ne les atteignent. Même si les civilisations intelligentes sont plus répandues, séparées par seulement quelques centaines d'années-lumière, le défi de la détection persiste. Quelques centaines d'années-lumière représentent toujours une distance considérable. De ce point de vue, la Terre ressemble à un point faible à côté d'une étoile typique. Pour eux, la galaxie contient des millions de mondes potentiellement propices à la vie. De nombreuses planètes de ce type pourraient présenter des indicateurs atmosphériques intrigants. Alors, pourquoi choisir notre monde? Comme noté précédemment, les voyages entre les étoiles représentent des entreprises s'étendant sur des millénaires avec d'immenses besoins en énergie. Aucune société n'entreprendrait une telle expédition à la légère, la destination doit justifier la dépense. Cependant, la Terre ne signale pas ouvertement sa présence. Même des méthodes d'observation sophistiquées, comme la technique du transit, qui repère une légère occultation d'une étoile, lorsqu'un corps céleste croise son chemin, dépendent d'un positionnement géométrique précis.
Seuls les observateurs situés dans le plan orbital de la Terre verraient notre monde passer devant le Soleil. Depuis la majorité des emplacements galactiques, un tel alignement ne se produira pas, si leur angle de vue ne croise pas la trajectoire orbitale de notre planète. Notre monde n'obscurcirait jamais le Soleil de leur point de vue, ainsi, la planète reste dissimulée. On pourrait soutenir qu'une société très développée pourrait cartographier méticuleusement chaque système stellaire. Il est concevable qu'il déploie de vastes réseaux de télescopes ou des interféromètres capables de discerner des terrains planétaires lointains. Même ainsi, la clarté diminue avec la distance. Pour distinguer des détails sur Terre à une distance de 1000 années-lumière, il faudrait une ouverture d'instruments de milliers de kilomètres de large. Construire un tel dispositif constitue un exploit d'ingénierie à l'échelle d'une mégastructure. Et quelle serait leur récompense? Une image floue d'une planète mineure en orbite autour d'une étoile moyenne. Aucun indicateur clair ne signale sans équivoque une civilisation avancée sur de si vastes étendues. Les contaminants industriels atmosphériques ne sont que des traces à côté de l'oxygène et de l'azote. La lueur nocturne des zones urbaines est extrêmement faible comparée à la lumière stellaire réfléchie. D'une distance interstellaire, la Terre ne rayonne pas de signes d'intellect. Inversons maintenant le point de vue. Au cours des dernières décennies, nous avons découvert des milliers d'exoplanètes, dont beaucoup sont situées dans les régions propices à la vie de leurs étoiles. Quelques-unes présentent des indicateurs atmosphériques concordants avec la vapeur d'eau ou des biosignatures potentielles. Pourtant, nous n'envoyons pas de vaisseaux spatiaux dans leur direction. Même si nous vérifions la vie microscopique sur un monde distant de 50 années-lumière, le coût d'un voyage physique y reste excessif. Une société évaluant la Terre serait confrontée à un calcul identique, la séparation est immense, la puissance requise est colossale, la durée s'étend sur des siècles ou des millénaires, et l'objectif est ambigu. Entreprendre une expédition dans ces circonstances exige un motif puissant. La simple curiosité pourrait ne pas justifier un investissement s'étendant sur plusieurs millénaires. De plus, le mouvement stellaire pose un problème. Les étoiles ne sont pas statiques, elles tournent autour du centre galactique à des centaines de kilomètres par seconde, ce qui modifie leurs emplacements au fil des millénaires. Un système stellaire ciblé aujourd'hui ne se trouvera pas aux mêmes coordonnées dans plusieurs siècles. Une planification de trajectoire précise et étendue doit prendre en compte le mouvement des étoiles, les perturbations gravitationnelles et les inexactitudes de navigation accumulées. Une erreur mineure de calcul au départ pourrait entraîner le manque du système visé. Après des voyages s'étendant sur des millénaires et des milliards de kilomètres, naviguer à travers l'espace interstellaire exige une précision exceptionnelle. L'espace interstellaire est dépourvu de repères de navigation, il n'existe pas d'encre gravitationnelle au-delà des étoiles lointaines. Ajuster le cap demande plus d'énergie, ce qui nécessite à son tour plus de carburant. De plus, à mesure qu'un vaisseau spatial approche des vitesses relativistes, même les particules les plus minuscules deviennent de plus en plus destructrices. Un simple grain de poussière, lorsqu'il frappe à une fraction de la vitesse de la lumière, est capable de libérer des quantités explosives d'énergie cinétique. Le blindage ajoute de la masse, et une masse accrue élève la consommation d'énergie. Tous ces efforts seraient dirigés vers un monde qui pourrait ou non abriter de la vie intelligente à l'arrivée du vaisseau. Puisque la vie évolue, une civilisation observée à 1000 années-lumière de distance serait perçue telle qu'elle existait un millénaire auparavant. S'ils voyageaient à 10% de la vitesse de la lumière, les voyageurs atteindraient leur destination 10 000 ans plus tard, date à laquelle la civilisation initiale aurait pu subir une transformation significative, jusqu'à devenir méconnaissable ou disparaître entièrement. L'objectif n'est pas fixe, la galaxie elle-même est en flux constant, les étoiles migrent, les planètes se développent, et les civilisations émergent et déclinent. Toute espèce extraterrestre envisageant un voyage vers la Terre devrait évaluer des données partielles concernant une planète lointaine. Il devrait consentir à d'immenses dépenses énergétiques, supporter des milliers d'années de transit, et atterrir dans un futur imprévisible, le tout sans aucune assurance que le but ultime justifie une telle dépense. Les voyages interstellaires ne ressemblent en rien à l'exploration d'une île proche aux côtes discernables. Au lieu de cela, c'est comme s'embarquer à travers un océan, en direction d'un signal qui pourrait ne plus exister. Cela représente l'ultime barrière avant de traverser le vide. Avant d'atteindre des vitesses relativistes, et avant de maintenir une société pendant des siècles, ils doivent d'abord s'assurer que la Terre mérite une visite. Depuis la majorité de la galaxie,
Nous ne sommes pas discernables, même depuis une poignée de points de vue, nous sommes pratiquement indétectables. Sommes-nous suffisamment captivants pour justifier un voyage s'étendant sur des millénaires? Le cosmos ne se contente pas de diviser les civilisations par l'immensité et l'énergie, il les dissimule aussi les unes aux autres. Ici, une observation fréquente se présente, les distances sont immenses. Les demandes énergétiques sont exorbitantes, et les durées temporelles sont stupéfiantes. Cependant, notre perspective est peut-être trop limitée, il est concevable qu'une civilisation très développée ne s'efforcerait pas de se faufiler entre les étoiles, à une simple fraction de la vitesse de la lumière. Au lieu de cela, elle pourrait contourner le problème entièrement, en employant des concepts comme les moteurs à distorsion ou les trous de verre. Voyager au-delà de la vitesse de la lumière, ces notions sont bien connues de la science-fiction, mais elles possèdent aussi des fondements en physique théorique. La question demeure de savoir si elles constituent de véritables réponses, ou de simples bizarreries théoriques qui échouent lorsqu'elles sont soumises à un examen physique rigoureux. Commençons par la vitesse de la lumière elle-même. Selon la relativité restreinte, la vitesse de la lumière dans l'espace vide est plus qu'une simple allure rapide, elle constitue une caractéristique fondamentale de l'espace-temps. Elle représente la vitesse ultime à laquelle les données ou la substance physique peuvent se déplacer. Lorsqu'un objet possédant une masse accélère vers la vitesse de la lumière, sa masse relativiste augmente à chaque accroissement de vitesse. L'énergie nécessaire dépasse celle de l'instance précédente. Cette demande d'énergie n'augmente pas linéairement mais plutôt asymptotiquement. Précisément à la vitesse de la lumière, l'énergie requise devient illimitée. Atteindre une énergie infinie n'est pas seulement un obstacle majeur en ingénierie, c'est une impossibilité physique. Aucun degré d'avancement technologique ne permet à une civilisation de la créer. Cette limite d'énergie infinie a été testée de nombreuses fois. Les accélérateurs de particules propulsent des particules subatomiques à des vitesses extrêmement proches de celles de la lumière. À mesure que ces particules approchent de ce seuil, l'énergie nécessaire pour les accélérer davantage augmente de façon spectaculaire, précisément comme le prédit la théorie de la relativité. Les équations fondamentales ne faiblissent pas. La vitesse de la lumière n'est pas une contrainte imposée par la technologie contemporaine, elle est plutôt intrinsèquement liée à la géométrie de l'espace-temps. Pour voyager plus vite que la lumière, il faudrait contourner cette contrainte géométrique. Une méthode proposée est la propulsion à distorsion d'Alcubierre, conceptualisée par le physicien Miguel Alcubierre en 1924. Ce concept n'implique pas de déplacer un vaisseau spatial à travers l'espace à des vitesses dépassant celles de la lumière. Au lieu de cela, il suggère de comprimer l'espace devant le vaisseau tout en l'étendant derrière, formant ainsi une bulle de distorsion qui propulse le vaisseau vers l'avant. En théorie, le vaisseau à l'intérieur de cette bulle ne dépasse jamais localement la vitesse de la lumière, l'espace lui-même effectue le mouvement. Les solutions mathématiques sont valides dans le cadre de la relativité générale, mais les exigences physiques sont rigoureuses. Une propulsion à distorsion nécessite de la matière exotique. Spécifiquement, une matière avec une densité d'énergie négative qui exerce une répulsion gravitationnelle au lieu d'une attraction. Aucune substance de ce type n'a jamais été observée en quantités utilisables. L'énergie négative se manifeste par des effets quantiques mineurs et transitoires, mais rien ne s'approche même de loin des formes stables. À grande échelle nécessaire pour maintenir une bulle de distorsion. Les calculs initiaux indiquaient que la génération d'un champ de distorsion exigerait une énergie équivalente à la masse-énergie de l'univers observable tout entier. Des raffinements ultérieurs ont considérablement abaissé cette estimation, mais seulement à des niveaux comparables à la masse-énergie d'une planète comme Jupiter, si elle était entièrement convertie en énergie. Ce n'est pas un défi d'ingénierie, cela représente une absence fondamentale de faisabilité physique. Les trous de verre, ou ponts d'Einstein-Rosen, présentent un autre raccourci théorique. En théorie, un trou de verre relie deux points distants de l'espace-temps via une structure en forme de tunnel. Le passage à travers une telle structure pourrait être presque instantané, quelle que soit la distance externe. Cependant, les trous de verre stables et traversables rencontrent le même obstacle que les propulsions à distorsion, ils nécessitent de la matière exotique pour rester ouverts. Sans densité d'énergie négative pour contrecarrer l'effondrement gravitationnel, le trou de verre se refermerait plus rapidement que n'importe quoi ne pourrait le traverser. De plus, les trous de verre introduisent des problèmes concernant la causalité.
Le voyage supraluminique, lorsqu'il est combiné à la relativité, a le potentiel de générer des paradoxes temporels, permettant aux effets de précéder leur cause dans certains référentiels. De nombreux physiciens émettent l'hypothèse que des lois fondamentales, parfois appelées protection chronologique, empêchent de tels paradoxes de se produire. En d'autres termes, l'univers pourrait interdire les trous de verre stables. Étant donné qu'ils contrediraient des relations de cause à effet cohérentes, aucune preuve empirique de trous de verre traversables n'a été découverte. Ni les observations astronomiques n'en ont révélé un naturel, ni les expériences en laboratoire n'ont indiqué d'énergie négative contrôlable dans la configuration nécessaire. L'intrication quantique offre un concept différent. Les particules dans un état intriqué démontrent des corrélations à distance qui semblent instantanées. Certains théorisent que cela pourrait permettre une communication au-delà de la vitesse de la lumière. Néanmoins, l'intrication ne transmet pas d'informations pratiques plus vite que la lumière. Les résultats statistiques observés exigent toujours une communication classique. Au fin de la comparaison des résultats, la relativité reste robuste. Chaque échappatoire proposé se heurte finalement à la même limitation. Elle nécessite soit des formes de matière jamais observées dans la nature, soit elle enfreint la causalité, soit elle exige des échelles d'énergie dépassant toute interprétation physique réaliste. La fascination pour le voyage supraluminique existe dans l'imagination, les limitations proviennent de l'expérimentation. La relativité n'est pas une théorie fragile sur le point de s'effondrer. Elle a résisté à plus d'un siècle d'examens de plus en plus précis. La dilatation du temps a été quantifiée à l'aide d'horloges atomiques, et des ondes gravitationnelles ont été observées. Les satellites GPS doivent prendre en compte des ajustements relativistes pour fonctionner correctement. La limite supérieure de la vitesse de la lumière est intrinsèquement intégrée à chaque prédiction confirmée de la physique moderne. La renverser nécessiterait de réécrire plus qu'une simple équation, mais plutôt l'ensemble du cadre de l'espace-temps. De futures découvertes pourraient-elles élargir notre compréhension ? Possiblement. La science est toujours ouverte à la révision, mais la spéculation sur une physique inconnue ne peut pas fonctionner comme un conduit pratique à travers les années-lumière. Une civilisation avancée n'acquiert pas l'immunité aux lois physiques simplement en vertu de son avancement. Une espèce des millions d'années plus ancienne que l'humanité réside toujours dans la même géométrie de l'espace-temps, elle continue de respecter la conservation de l'énergie et subit toujours l'entropie. Une connaissance accrue pourrait permettre une propulsion plus efficace. Elle ne peut pas annuler les contraintes relativistes, même pour une civilisation exploitant la pleine production d'énergie de son étoile, une civilisation dite de type 2. Rencontrerait toujours la même limite. Plus d'énergie permet des tentatives supplémentaires, elle n'autorise pas une accélération infinie, une civilisation de type 3. Utilisant l'énergie d'une galaxie entière serait toujours limitée par le même plafond de vitesse de la lumière. La puissance ne modifie pas la géométrie. Si le voyage supraluminique était physiquement réalisable, sous une forme stable et gérable, l'univers lui-même apparaîtrait différent. Nous nous attendrions à voir des preuves de colonisation galactique rapide, y compris des signaux, des structures ou des anomalies incompatibles avec une expansion lente. Au lieu de cela, le cosmos apparaît tranquille. L'absence d'activité évidente à l'échelle galactique implique soit que les civilisations sont rares, soit que le voyage supraluminique leur est inaccessible. La physique ne garantit pas la commodité. Elle garantit la cohérence. La cohérence de la relativité, validée à travers des échelles allant des expériences de laboratoire aux observations astrophysiques, indique. Les voyages interstellaires sont limités aux vitesses inférieures à celles de la lumière. Tout voyage subluminique réintroduit tous les obstacles précédemment mentionnés, rendant les distances immenses. Les besoins en énergie deviennent immenses, et le temps prend le dessus. Sans raccourci dépassant la vitesse de la lumière, l'immensité de la galaxie reste inchangée. Chaque étoile reste séparée par des années-lumière d'espace vide, et chaque civilisation est limitée par la même structure universelle. L'aspiration à des voyages interstellaires faciles dépend de la modification des principes fondamentaux régissant l'espace et le temps. Pourtant, ces lois n'ont montré aucun signe de fléchissement. La vitesse de la lumière n'est pas un obstacle technologique attendant d'une percée, c'est plutôt une caractéristique inhérente au cosmos, et tant qu'elle persiste, chaque civilisation, quelle que soit son intelligence, est contrainte d'opérer dans ses limites. Si les distances dépassent l'intuitif, si les besoins en énergie excèdent le faisable, et si le temps dégrade chaque mission bien avant d'atteindre sa destination, une inférence plus significative commence à émerger. La question passe de « sont-ils présents ?»
Même s'ils existent, est-il vraiment possible pour deux civilisations de se rencontrer un jour? Notre galaxie, la Voie lactée, a environ 13 milliards d'années. Au cours de cette immense période, les étoiles ont traversé des cycles de naissance, de vie et de mort, les planètes se sont refroidies, et des processus chimiques complexes se sont développés. Sur au moins une planète, la Terre, l'intelligence est apparue. Il n'y a aucune justification claire de supposer que la Terre est le seul endroit où ce phénomène s'est produit. Compte tenu de la vaste quantité d'étoiles et de l'existence généralisée de planètes, il est concevable que la vie ait pris naissance à de nombreuses reprises, et il est tout aussi plausible que l'intelligence soit apparue plusieurs fois. Des civilisations entières ont pu prospérer des millions d'années avant le développement de l'humanité, d'autres pourraient émerger bien après notre disparition. Cependant, la galaxie n'est pas seulement vaste dans sa dimension spatiale. Elle est aussi immense à travers le temps. Les civilisations ne sont pas éternelles. La société technologique humaine n'existe que depuis quelques centaines d'années, et même si elle persiste pendant plusieurs millénaires de plus. Cette durée est minuscule comparée à l'ensemble de l'histoire galactique. Une civilisation pourrait prospérer pendant 10 millénaires, un accomplissement exceptionnel, puis décliner. Se désintégrer ou évoluer vers une forme méconnaissable. Imaginez maintenant deux civilisations séparées par 1000 années-lumière, même si toutes deux atteignent la capacité de voyager dans l'espace interstellaire. Leurs périodes de viabilité doivent coïncider. Elles doivent être contemporaines, et toutes deux doivent posséder l'inclination et les moyens d'initier la communication. Notre galaxie englobe des centaines de milliards d'étoiles, réparties sur une étendue de 100 000 années-lumière. Si les civilisations sont rares, avec des milliers d'années-lumière entre elles, la probabilité que deux sociétés de ce type émergent simultanément et s'efforcent de se connecter diminue. Si les civilisations sont répandues, séparées par seulement des centaines d'années-lumière, le décalage temporel pour la communication s'étend encore sur des siècles, et les durées de voyage s'étendent sur des millénaires. Les civilisations pourraient émerger et disparaître sans jamais prendre conscience de l'existence de leurs voisines. Ce concept réinterprète le silence cosmique. L'absence de visiteurs extraterrestres n'implique pas nécessairement que la vie intelligente est rare, cela pourrait simplement indiquer que la structure inhérente de l'univers impose l'isolement. Chaque système stellaire ressemble à une île au sein d'un immense océan cosmique. Sur Terre, les îles divisées par des océans peuvent finalement établir des connexions via des navires et des avions. Tandis que les océans de la Terre sont finis et peuvent être traversés au cours d'une vie humaine, l'océan interstellaire est différent, son immensité se mesurant en années-lumière. Cette entreprise nécessite une énergie à l'échelle planétaire, et impose des durées de voyage qui dépassent la durée de vie des civilisations, même si une société développe des sondes autoréplicantes. Ces machines, qui créent des copies d'elles-mêmes et se propagent vers l'extérieur, forment un front d'expansion qui avance lentement par rapport aux dimensions galactiques, même à 10% de la vitesse de la lumière. Traverser la Voie lactée demande environ 1 million d'années, une période suffisamment longue pour que les continents se déplacent, les climats changent, et les espèces évoluent ou disparaissent. La civilisation qui a lancé la sonde initiale ne reconnaîtrait pas la galaxie au moment où la dernière sonde atteindrait le bord opposé. Le temps découple effectivement la cause et l'effet. À travers l'espace interstellaire, la question de la motivation se pose également. L'exploration exige un but clair, ce qui signifie qu'une civilisation doit décider que le coût énergétique, le temps et le risque sont justifiés. Ce calcul dépend de ses valeurs, de ses priorités et de sa stabilité interne. Toutes les sociétés ne recherchent pas une expansion maximale. Certaines peuvent se concentrer en interne, d'autres pourraient passer à des formes numériques ou virtuelles, réduisant ainsi l'incitation à coloniser des mondes physiques, et certaines pourraient conclure que les risques l'emportent sur les avantages. L'expansion interstellaire n'est pas une conséquence automatique de l'intelligence, c'est un choix délibéré, et ce choix doit persister à travers des siècles de changements politiques et culturels. Les lois de la thermodynamique introduisent une contrainte supplémentaire. L'entropie garantit que le maintien de l'ordre nécessite un apport énergétique continu, obligeant les civilisations à investir des ressources, simplement pour se préserver. Les infrastructures, le contrôle climatique et l'équilibre écologique exigent tous de l'énergie, ce qui fait que le détournement d'une puissance énorme vers des entreprises interstellaires entre en concurrence avec la stabilité intérieure. Avec le temps, les pressions internes peuvent l'emporter sur les ambitions lointaines. Plus une civilisation devient avancée, plus ses systèmes deviennent complexes.
Cette complexité augmente la vulnérabilité, une seule défaillance en cascade, écologique, technologique ou sociale, peut déstabiliser toute la structure. Si la durée de vie des sociétés technologiques avancées est limitée par des risques auto-infligés ou des dangers naturels, leur fenêtre interstellaire peut être brève, combinée de courtes durées de vie civilisationnelles avec une vaste séparation spatiale, et la galaxie devient une collection d'épisodes isolés, plutôt qu'un réseau connecté. On a tendance à imaginer une galaxie mature remplie d'empires stellaires, de communication continue et d'une expansion coordonnée. Cependant, cette image suppose que la physique permet un mouvement rapide et durable entre les étoiles. Si ce n'est pas le cas, l'état par défaut est la fragmentation, où chaque civilisation illumine son propre système pendant un certain temps, puis s'éteint. La lumière de cette civilisation, sous forme de signaux radio ou de changements atmosphériques, se propage vers l'extérieur à la vitesse de la lumière, mais au moment où elle atteint des étoiles lointaines,